Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Amphi plein aujourd'hui chez CESI Nanterre, donc merci à tous d'être là. On a des apprenants plutôt niveau ingénieur aujourd'hui, donc dans plusieurs domaines. Merci à ceux qui nous suivent aussi via le live, à travers l'écran. Depuis maintenant quelques années, nous proposons évidemment ce moyen de nous suivre chaque mardi de 13h à 14h de fin octobre à fin avril. Les causeries CESI, c'est un cycle de conférences, mais on appelle ça causerie parce que l'idée, évidemment, c'est de partager avec le causeur du jour, d'échanger vos idées pour enrichir, évidemment, toujours votre culture générale. Les causeries CESI, c'est évidemment pour ça, c'est fait pour vous, les apprenants, mais fait aussi pour vos tuteurs, nos partenaires, n'importe quel public intéressé par les thématiques proposées sont les bienvenus. Donc on a le live, comme je le disais, un lien live gratuit, unique pour toute la saison, un simple clic à 13h et vous êtes connecté. Et vous avez la possibilité après d'aller sur notre chaîne YouTube CESI, dans la playlist Les Causeries CESI, retrouver l'ensemble des 4 dernières saisons. Donc là, une soixantaine de thématiques à votre disposition pour évidemment toujours enrichir, comme je vous disais, votre culture générale. Ce n'est pas un cours, je le rappelle, on est là pour aborder des sujets que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aborder. On est là pour vous permettre d'avoir des outils, des pistes de réflexion et d'échanger, d'interagir avec un public toujours plus varié, que ce soit dans vos parcours personnels ou professionnels pour enrichir vos projets et puis être un meilleur citoyen chaque jour. Des sujets d'actualité sur différentes thématiques, comme vous pouvez le voir, méthodologie et technologie, les enjeux du 21e siècle, sciences humaines et culture générale. On va parler d'art, on va parler d'économie, on va parler d'environnement, des sujets qui touchent évidemment tout le monde. Aujourd'hui, quoi de mieux ? La transition écologique, le zéro déchet, transverse d'actualité. Comme toujours, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Bertin. Bonjour, vous pouvez l'accueillir chaleureusement. Merci Éric d'être là. Éric qui n'est jamais intervenu lors des saisons des causeries CESI, mais qui a travaillé en collaboration avec l'Institut de la réindustrialisation, dont CESI est membre fondateur et qui fait de la veille et la diffusion d'informations sur tout ce qui est industrie auprès des jeunes, mais aussi avec les entreprises, en écrivant des ouvrages ou participant à des colloques et créant des conférences. Donc merci Éric, je vais te donner la parole, je vais te laisser t'introduire mieux que moi. Je vous souhaite une très bonne causerie. Alors je rappelle, pour les questions dans la salle, vous levez bien la main à partir de 50 à peu près à la fin de la présentation. Je vous apporte un micro. Et ceux qui nous regardent à travers l'écran, vous envoyez vos questions à causerie@cesi.fr, causerie@cesi.fr, et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Merci à tous et bonne causerie. Merci Héloïse pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce midi. Ça me ramène presque 30 ans en arrière sur les bancs de mon école d'ingénieur. Je vais vous dire quelques mots de ça. Là, dans un premier temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de transition écologique et de démarche zéro déchet, qui sont 2 sujets qui m'animent beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Juste un petit mot de présentation. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie. D'abord dans l'industrie automobile, chez un équipementier, et ensuite dans l'industrie de l'énergie, à vendre des batteries, et notamment des batteries de sous-marins et des batteries de data center. De formation, je suis ingénieur et j'ai suivi également un master spécialisé en management d'innovation et stratégie. Et puis, il y a quelques années, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. J'étais plus en phase avec moi-même. Et j'ai eu besoin d'aborder une transition écologique personnelle, ce qui m'a invité à me reconvertir dans cette transition écologique et l'économie circulaire. J'ai fondé une structure qui s'appelle Jardin & Compagnie, qui est une petite structure qui accompagne des organisations dans la transition écologique et dans leurs initiatives de terrain. Je suis devenu également maître composteur, donc en compostage partagé. Et puis, depuis l'année dernière, je suis également formateur en
formation professionnelle sur tous les sujets de transition écologique. Ah oui, je voulais dire aussi que je suis adhérent de Zero Waste Paris, qui est une belle association qui promeut le zéro déchet, et on va en reparler. On va partir d'un constat sur les déchets. Ensuite, on parlera de ce que c'est le zéro déchet. Et ensuite, on finira avec les solutions pratiques et ce qu'on peut faire pour agir individuellement et collectivement. Je vais vous poser une petite question. À votre avis, combien de déchets par an génère en moyenne chaque Français? Alors, pour pouvoir répondre ensemble, je vais vous demander de lever la main pour la réponse 1, 580 kilos. Qui pense que c'est 580 kilos? Ah, personne. Okay. Personne. Alors, on est sur un amphi pour les gens qui nous regardent de 200 personnes à peu près, donc 0 sur 200. Réponse 2, 5 tonnes. Là, ça se lève un petit peu plus la main. Ouais, un tiers peut-être. Ouais, un petit tiers. Et puis la réponse 3, 13 tonnes. Ouais, bon, on a des absentéistes, mais... Bon, il y a des gens qui ne se sont pas mouillés apparemment. En fait, vous avez tous raison. Simplement, ça dépend de ce qu'on regarde et de quoi on parle exactement. Alors, pourquoi 580 kilos? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les déchets ménagers qu'on génère chaque année en France. Donc ça, c'est ce qui passe par nos propres poubelles, nos ordures ménagères, ce qui finit dans nos poubelles grises, ou bien dans les bacs de tri, ou bien ce qu'on va apporter en déchetterie, y compris les déchets verts. Okay, 580 kilos, c'est vite dit, mais pour un couple, c'est quand même l'équivalent d'une petite voiture citadine qu'on mettrait à la poubelle chaque année. Alors, que deviennent nos déchets ménagers? Pour une grande partie, donc enfouissement et incinération, ils sont éliminés, ils ne sont pas valorisés, éventuellement valorisés d'un point de vue énergétique pour ce qui concerne de l'incinération, si l'incinérateur est équipé d'un récupérateur de chaleur. 24% d'entre eux sont orientés dans des filières de recyclage. On verra après ce qu'on en fait. Et puis 20% sont valorisés d'un point de vue organique. Là, c'est pour les déchets verts ou les biodéchets. Et là, c'est du compostage ou de la méthanisation. Alors, le recyclage, donc, qui concerne ces 24% dont on vient de parler, en tout cas les 24% pour les déchets ménagers. Le recyclage, c'est bien. Simplement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de limites au recyclage. Pourquoi? Déjà parce que la collecte de ces matériaux, eh bien, elle n'est pas complète. Il y a une grande partie de tout ce qu'on consomme qui n'est pas collecté et qui n'est pas réorienté vers les filières de recyclage. Autre point également de limite, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués avec un assemblage de matières. C'est vrai dans les emballages, mais c'est encore plus vrai dans les déchets électriques et électroniques, par exemple. Et là, on voit bien que pour séparer l'ensemble des matériaux qui constituent ces produits, c'est très compliqué. On arrive à en récupérer quelques-uns, mais pas tous. Et puis après, il y a aussi le fait qu'il y a des limites techniques au recyclage, notamment sur des plastiques. Vous avez peut-être suivi des cours sur la conception de produits, conception de plastique par exemple. Les caractéristiques mécaniques de ces plastiques, mais c'est vrai aussi pour d'autres matériaux, elles sont définies en fonction des constituants à neuf. Et quand on les recycle, eh bien, elles perdent une partie de leurs caractéristiques. Donc, ce n'est pas évident. En termes de déchets plastiques, on a une jolie courbe là, qui est exponentielle et qui nous montre que la production de plastique et donc des déchets de plastique a doublé ces 20 dernières années, avec une prépondérance sur les plastiques à usage unique, les emballages. Vous voyez, c'est la surface qui est en bleu ici. Le premier producteur de plastique au monde, par exemple, c'est Coca-Cola. Et Coca-Cola, évidemment, ces bouteilles plastiques, elles sont à usage unique. On les jette une fois qu'on a consommé la bouteille. Au niveau mondial, seulement 9% du plastique est orienté vers les filières de recyclage. Et dans la pratique, il y en a à peu près 2% qui est effectivement recyclé. Le reste, c'est ce qu'on appelle du décyclage, c'est-à-dire que
on va transformer du plastique collecté en un plastique de moindre qualité pour en faire d'autres usages. C'est-à-dire concrètement, on va utiliser du plastique alimentaire pour en faire ensuite des pots de fleurs ou bien du mobilier de jardin ou ce genre de choses. Donc on voit bien que le recyclage, il ne peut pas être éternel, puisqu'au bout déjà de un cycle, on a décyclé, et au bout de plusieurs cycles, on ne peut plus rien en faire. Alors le problème, c'est un problème de modèle. Le problème, c'est le problème de l'économie, qui est une économie linéaire. Vous avez probablement vu déjà cette représentation de cycle de vie. Donc on a l'extraction, la transformation, la distribution, la consommation et l'élimination. Et ce modèle, en fait, donc c'est un modèle qui est extractiviste, puisqu'on va prendre dans les ressources naturelles tout ce dont on a besoin pour produire nos objets. Et puis il est accumulatif. Pourquoi accumulatif ? Parce qu'on ne se contente pas simplement d'aller extraire ce dont on a besoin dans les sous-sols, mais c'est qu'en plus de ça, on accumule de plus en plus d'objets. On accumule de plus en plus de meubles, de matériaux, de vêtements. Et donc on est dans une société de consommation qui est basée sur une promesse de bonheur et de liberté associée à la consommation. Vous pouvez regarder pratiquement toutes les pubs. Elles sont toujours basées un petit peu sur cette promesse. Et c'est particulièrement vrai dans l'automobile ou dans les technologies. Le souci également, c'est que si on regarde cette chaîne de valeur, eh bien on s'aperçoit que les déchets qu'on voit, ce sont ceux qui passent dans nos poubelles, donc les déchets ménagers, les 580 kg dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils sont là, à la fin de la phase de consommation. Mais même ces déchets-là, on ne veut même pas les voir. Rappelez-vous, il y a un an, exactement un an, il y avait la grève des éboueurs à Paris, avec des montagnes d'ordures qui s'accumulaient dans les rues. Sur les plateaux télé, il y avait des débats sans fin sur le droit de grève, sur le service minimum, etc. Mais il n'y avait pas du tout de débat sur le fond, sur qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que ça dit de nous en termes de société. Et c'est ça qui est plus important. D'autant que les déchets qu'on produit, donc, qui se retrouvent dans nos poubelles, eh bien, ce ne sont même pas les plus nocifs. Finalement, dans la phase de vie d'un produit, c'est la phase d'extraction qui concentre les plus gros dommages écologiques et sociaux, et dans une moindre mesure, les phases de transformation et d'élimination. Donc, on ne voit pas ce qui est le plus néfaste, et puis ce qu'on arrive à voir, on ne veut pas le voir, surtout pas. Alors, je reviens à ces déchets visibles. 580 kg, on a dit tout à l'heure, mais si on ajoute également les déchets qui sont produits par les entreprises pour produire ce qu'on consomme, il faut rajouter pratiquement 1 tonne par an et par habitant. Mais ce n'est pas fini. Si on rajoute encore ce qui est produit par l'industrie du BTP, y compris les constructions de routes, d'infrastructures, etc., métro du Grand Paris, enfin tout ce qu'on veut, il faut rajouter 3,5 tonnes. Et du coup, là, on a un total par an et par habitant de plus de 5 tonnes. C'est le deuxième chiffre que je vous ai donné tout à l'heure dans la question. Là, ça commence à être assez conséquent quand même, 5 tonnes par an et par habitant. Multiplié par 67 ou 68 millions de Français, ça fait 343 millions de tonnes par an. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 4 fois la masse du parc automobile français. Le parc automobile français, c'est 45 millions de véhicules. Donc ça veut dire que tous les ans, c'est comme si on mettait à la poubelle 4 fois le parc automobile. Autre image, c'est le poids de la Tour Eiffel tous les quarts d'heure. Nos déchets génèrent chaque heure le poids de 4 tours Eiffel. Donc déchets ménagers, déchets des entreprises et déchets du BTP. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est même pas fini. C'est pas fini parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des objets de notre quotidien, notamment smartphones, ordinateurs, enfin, tous les produits électriques, électroniques, et puis une grande partie des automobiles ou autres, ils ne sont même plus fabriqués en France. Donc par exemple pour un smartphone
un smartphone de 120 grammes, alors l'étude date d'il y a quelques années, hein. La plupart des smartphones aujourd'hui, ils pèsent plus que 120 grammes. Ils sont plutôt à 150, voire 180, voire 200 grammes. Pour 120 grammes, il fallait mobiliser 70 kg de matière. 70 kg de matière répartis jusqu'à 70 matériaux différents, dont 50 métaux. Alors déjà, là, par rapport au recyclage, comment est-ce qu'on fait pour récupérer les 70 matières différentes quand on va les recycler? On n'y arrive pas, en fait. La réalité, c'est qu'on n'y arrive pas. Si on arrive à récupérer 3 métaux, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est pas fini, parce qu'en plus des 70 kilos de matière qu'il faut mobiliser, il faut utiliser 12 tonnes d'eau pour un portable. En fait, ce sont 3/4 des impacts écologiques d'un smartphone qui sont liés à sa production, à sa fabrication. Ça commence à donner une petite piste sur ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte matière. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, en résumé, si on compte les 5 tonnes de déchets qui sont produits sur le territoire français par nos déchets ménagers, par les entreprises, le BTP, c'est 5 tonnes. Si on rajoute le sac à dos écologique associé à tous les produits qu'on consomme et qui sont donc importés, eh bien, ça fait quelque chose de l'ordre de 13 tonnes. 13 tonnes, c'est à peu près la masse d'un autobus. Alors là, vous le reconnaissez peut-être, celui-ci, c'est l'autobus célèbre de Into the Wild, film de Sean Penn, magnifique film. Celui-ci, il ne pèse pas 13 tonnes, hein, il doit peser un petit peu plus de la moitié. Et en plus, il y a une empreinte eau qui est assez considérable, qui est de 215 tonnes par an et par habitant. Voilà, ça c'est l'empreinte eau en France. Alors, est-ce que ça vous surprend? Déjà, qui est surpris? Peu de monde, en fait. 5 personnes. 5 personnes qui sont surprises. C'est-à-dire que vous étiez à peu près au clair avec ces questions-là. OK. Tant mieux, ça veut dire que vous êtes vachement éveillés. Moi, personnellement, avant de m'être plongé sur la question, je ne savais pas tout ça. Mais tant mieux. Ça veut dire que le CESI a bien fait son travail. Nos déchets, notre empreinte matière, en fait, ce sont les sous-produits d'un système qui est devenu insoutenable. On ne va pas pouvoir éternellement, en tout cas pendant des décennies, continuer d'extraire autant de matière des sous-sols pour fabriquer des objets qui génèrent des tonnes et des tonnes de déchets par an. Il va juste, à un moment donné, falloir changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? 3 possibilités. On se met la tête dans le sac, c'est trop déprimant, je préfère regarder TikTok. OK. Deuxième, c'est la fuite. Je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais ça peut être une solution. Ça peut être inspirant aussi. Mais moi, je vous propose autre chose. Et je vous propose une autre voie. Et c'est la voie du zéro déchet, justement. Et on va voir que cette voie du zéro déchet, on va l'élargir à autre chose. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont déjà engagés dans une démarche zéro déchet? Ah, 2 personnes. Et 3. 3 personnes. 4. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui connaissaient déjà le concept du zéro déchet? Un petit peu plus, mais ça reste quand même une petite poignée. Il doit y avoir une dizaine de mains qui se sont levées à peine. OK, eh bien, tant mieux. On va justement parler de ce que c'est le zéro déchet. Qu'est-ce que c'est le zéro déchet? Déjà, c'est une formule choc. C'est une cible, un objectif. C'est évidemment pas apprendre au pied de la lettre. L'idée, c'est pas de réduire à zéro l'ensemble des déchets qu'on produit. C'est encore moins aller ramasser les déchets qui traînent en bas de chez nous. C'est pas ça la démarche des zéro déchets. On l'a déjà fait celle-ci. Mais non, c'est pas ça. C'est surtout une démarche de progrès qui est accessible à tous et à toutes, individuellement et collectivement, pour changer de modèle et de vision vers une transition écologique. Voilà. Pour moi, c'est une porte d'entrée qu'on peut mettre en œuvre, soit tout seul,
soit dans le cadre collectif d'une organisation, d'une entreprise ou d'un territoire. Alors, c'est surtout pas la culpabilisation, parce que la culpabilisation, ça ne marche pas. Les premiers chiffres que je vous ai donnés en introduction sur les déchets, ils n'ont pas vocation à nous auto-flageller et dire c'est de notre faute, etc. C'est pas le but. L'idée, c'est par contre de se responsabiliser et d'avoir conscience de tout ce qu'on produit comme impact écologique et sociaux, parce que les deux sont souvent associés. Alors l'idée, c'est de changer de modèle. Donc on a ce modèle d'économie linéaire qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, il va falloir réduire les impacts qui sont liés d'abord à l'extraction, puisqu'on a vu que c'était la phase qui était la plus néfaste, et puis lié aussi à l'élimination. Il va falloir réduire cette phase-là. Ça tombe bien parce que ça va nous permettre aussi de résoudre, en tout cas en partie, une problématique géopolitique qui concerne les ressources qui sont disponibles pour produire les objets dont on a besoin. Donc l'idée, c'est en fin de cycle de consommation, de remettre les produits qu'on utilise à la fois dans ce cycle de consommation par du partage ou bien par du réemploi, de la réutilisation, voire du recyclage. Mais ça, on ne va pas le faire n'importe comment. On va prioriser les modes d'action et les modes d'intervention. On va considérer avec les 5 R, qui sont un peu le référentiel du zéro déchet, mais qu'on peut retrouver sous d'autres formes. Il existe par exemple les 3 R, qui sont un modèle un peu simplifié, où j'ai appris récemment qu'il y avait aussi les 10 R. Alors là, c'est carrément beaucoup plus détaillé. On donne dans le détail l'ensemble des actions à mettre en place. Mais les 5 R, ça nous donne un référentiel qui est concret et qui peut s'appliquer partout, aussi bien en individuel, chez soi, que dans les organisations. La première action à activer, c'est refuser. Pourquoi ? Parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas et que c'est plus facile de refuser un objet dont on n'a pas besoin que de voir ensuite comment on va gérer la fin de vie de cet objet, si on n'en a pas vraiment eu besoin. Le deuxième point, ça va être de réduire. Et dans la troisième partie, on verra un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire et ce que ça veut dire refuser, réduire et réemployer par la suite. Mais ici, déjà, on voit un petit peu la hiérarchie. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus mobiliser autant de ces objets qu'on consomme et qu'on surconsomme. Encore une fois, pas forcément au niveau individuel, mais je parle d'un point de vue de la société de consommation et de surconsommation. Donc ensuite, réemployer et réutiliser, et rendre à la terre et recycler. Le recyclage étant donc le dernier volet à activer quand on n'a pas pu optimiser l'utilisation des objets de notre quotidien. Alors pour ça, on va circulariser l'économie. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma. Vous savez ce que c'est l'économie circulaire ? Est-ce que vous l'avez étudié pendant vos études ou pas ? Non ? Levez la main pour voir qui a déjà entendu parler d'économie circulaire. Ouais, un petit quart, quoi. Ok. Alors là, on a un schéma de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui nous dit que l'économie circulaire, elle est basée sur 3 domaines: l'offre des entreprises, la demande et les comportements des consommateurs, et la gestion des déchets pour ce qui va concerner la fin de vie de ces produits. Ensuite, il y a sur ces 3 domaines 7 piliers. Pour ce qui concerne les acteurs économiques, les entreprises, les approvisionnements durables, l'éco-conception, ça c'est quelque chose qui normalement vous concerne. Économie de la fonctionnalité, là on va plutôt questionner le modèle économique, on va être dans l'économie du partage. Et l'écologie industrielle et territoriale qui va être plutôt là de la coopération industrielle et territoriale entre des acteurs économiques qui peuvent créer des synergies, des économies d'échelle sur des moyens à mettre en œuvre.
Et puis ensuite, on a sur la demande et les comportements, on a tout ce qui va toucher au comportement de consommation. Et là, ça va être, de manière un peu plus individuelle, notre manière de consommer de manière plus responsable. Et on va mettre ici aussi la consommation collaborative, par exemple. Mais j'y reviendrai. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour allonger la durée d'usage de nos biens de consommation? Et enfin, un petit focus sur le recyclage. Mais ça, on en a déjà un petit peu parlé. Alors, changer de modèle, très bien. Circulariser, parfait. Mais un des enjeux aussi, ça va être surtout de changer de vision. Passer d'une vision dans laquelle il faut vendre de plus en plus quand on est une entreprise, d'accord? Donc, c'est une vision du toujours plus qui est basée sur une croissance infinie, à une vision basée sur la satisfaction des besoins. Et ça change tout. On va plus s'interroger sur comment est-ce qu'on vend plus d'une année sur l'autre, comment est-ce qu'on fait encore plus de résultats, comment est-ce qu'on est toujours dans ce plus, mais c'est comment est-ce qu'on fait mieux avec le juste nécessaire pour satisfaire les besoins qui sont les nôtres. Et ça, c'est une question intéressante parce que ça permet de questionner non seulement notre consommation, mais notre rapport à nos besoins. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire dans notre société. On ne sait pas s'interroger sur nos besoins. Personne ne nous a jamais demandé, quand on était petit, à l'école, mon petit, de quoi tu as besoin? Non, on nous demande de faire les choses, rentrer dans des cases. On grandit dans cette éducation-là. Enfin, c'est quelque chose qui est culturel. Et du coup, se questionner sur notre rapport à la consommation et nos besoins, eh bien, c'est un nouveau paradigme. C'est quelque chose qui est, à mon sens, totalement inspirant et qui pourrait totalement inspirer des politiques publiques. Alors, pour éviter les achats inutiles et puis nous aider à nous connecter à nos besoins, on peut utiliser la méthode Bisou. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de cette méthode? Une personne là-bas? Ok. Bon, je vais parler de la méthode Bisou. En fait, c'est un acronyme. Héloïse, est-ce que tu connaissais la méthode Bisou? Pas du tout. La méthode Bisou, c'est un acronyme. Alors le B, ça veut dire besoin. À quel besoin cet achat répond-il? Alors la méthode Bisou, qui a été développée par Marie Dubois-Lefebvre et Herveline Verdec, c'est important de les citer, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est une méthode pour questionner nos achats avant d'acheter n'importe quoi et éviter ces achats inutiles ou compulsifs. Alors donc besoin, à quel besoin cet achat répond-il? Est-ce que c'est vraiment un besoin de cet objet, de la fonction qui est rendue par cet objet, ou est-ce que c'est un besoin social pour faire comme mes potes, pour pouvoir montrer sur Insta ou sur TikTok que j'ai acheté cet objet, etc. Deuxième question, immédiat. Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Et ça, c'est une question aussi qui est très puissante, parce que si on peut reporter l'achat du produit, si on peut attendre quelques semaines, voire quelques mois, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'en a peut-être pas autant besoin que nécessaire. Enfin, ou en tout cas, pas autant besoin qu'on aurait pu le penser. Connexion requise. Il faut que je mette quoi? Pas maintenant? OK. Est-ce comme semblable ou similaire? Est-ce que j'ai déjà un objet qui est similaire? Probablement oui. Parfois non. Et à ce moment-là, peut-être que ça vaut la peine d'acheter l'objet dont j'ai envie. Mais ça vaut la peine de se poser cette question. O comme origine, si vraiment il faut que j'achète cet objet, on va se poser la question de d'où il vient cet objet. Est-ce que c'est un objet durable? Est-ce que c'est un objet qui a été fabriqué avec les normes environnementales, sociales qui conviennent? Est-ce que c'est un objet qui vient ou un bien de consommation de circuit court? Et puis le U comme utile. Est-ce que cet objet va vraiment m'apporter quelque chose de plus? Voilà pour la méthode Bisou.
pourrez les retrouver sur Internet si vous ne vous rappelez plus de ces acronymes. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ces questions-là. Vous n'êtes pas obligé de vous poser toutes les questions, mais, et notamment en période de solde ou en période de Black Friday ou autre, eh bien, c'est toujours intéressant de se poser les bonnes questions, de savoir est-ce que vraiment j'ai besoin de ce nouveau produit. Un autre concept également, le triangle de l'inaction. Ça, c'est un concept qui a été développé par Pierre Pertout et qui est un mécanisme parfait pour ne surtout pas bouger. On attribue la responsabilité aux autres. Nous, en tant que consommateurs, on se dit c'est pas de ma faute, c'est parce que les entreprises ne proposent pas des offres. C'est de la faute de l'État qui ne met pas en place la réglementation qui convient. Les entreprises disent c'est les consommateurs qui n'achètent pas les produits les plus vertueux. Et puis c'est les pouvoirs publics qui ne mettent pas en place la réglementation. Et les pouvoirs publics disent les entreprises, moi je ne veux pas dégrader leur compétitivité. Et puis si j'impose des choses aux consommateurs dont ils ne veulent pas, ils ne vont pas me réélire aux prochaines élections. Donc ça, c'est un triangle d'inaction qu'il faut réussir à briser. Et on peut le briser. Comment ? Eh bien, chacun doit assumer sa responsabilité et chacun doit faire sa part. Alors, il est évident que ce n'est pas au consommateur de porter la responsabilité de l'ensemble des actions. Et il faut regarder avec lucidité et discernement quelle est la part qui incombe à chacun. Et les pouvoirs publics ont un rôle dans notre transition écologique et les entreprises également. Mais il y a des choses qui fonctionnent. L'interdiction de l'emballage jetable dans les restaurants, dans les fast-foods, depuis l'année dernière. Vous avez dû remarquer ça. Depuis le 1er janvier 2023, si vous déjeunez sur place dans un McDo, normalement, c'est plus de la vaisselle jetable, c'est de la vaisselle lavable. Vous avez remarqué ? Oui. Eh bien ça, c'est un bel exemple de triangle de l'inaction qui a été cassé. C'est-à-dire qu'il y a eu des associations de consommateurs, des ONG, des collectifs qui ont fait pression sur les pouvoirs publics pour faire entrer cette disposition dans le cadre de la loi anti-gaspi pour une économie circulaire. Et les pouvoirs publics, du coup, ont forcé les entreprises à mettre en place ces dispositions. Les entreprises ont fini par jouer le jeu, en l'occurrence parce qu'elles y ont été obligées. Il y a très peu qui l'ont fait de manière volontaire. Mais finalement, ça a créé quelque chose de vertueux. Et petit à petit, on s'habitue à avoir de la vaisselle jetable quand on va manger dans un fast-food. Il reste encore tout ce qui concerne les emballages jetables pour la vente à emporter. Il faut espérer qu'il y ait des avancées aussi dans ce domaine. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on peut faire ? Je vous ai mis cette photo parce que je pense que agir pour la transition écologique, ça ne doit pas être quelque chose d'une sanction ou de l'écologie punitive. Ça doit être quelque chose de joyeux, ça doit être quelque chose qui nous amène dans des nouveaux paradigmes et puis quelque chose aussi de festif. Alors, dépasser le triangle de l'inaction, moi je vous propose 3 leviers qu'on va développer dans cette partie. Alors, au niveau des consommateurs, appliquer les 5 R en responsabilité et se reconnecter à soi, à ses besoins. Ça, on peut le faire tout seul. On n'a besoin de personne. On n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin des pouvoirs publics, on n'a pas besoin des entreprises pour nous inciter à ne pas acheter ce dont on n'a pas besoin. Ça, c'est de notre responsabilité et c'est une manière aussi de nous émanciper de ces injonctions permanentes à surconsommer et à acheter les produits qu'on veut nous faire vendre, qu'on veut nous faire acheter. Et ça, c'est important de se saisir de cette opportunité-là. Ensuite, il y a deux leviers qui, pour le coup, nécessitent une forme d'interaction entre, d'un côté, les consommateurs et les entreprises pour développer une offre circulaire. Les consommateurs ne peuvent pas le faire tout seuls. Et puis, favoriser un cadre réglementaire propice où là, les consommateurs ou les citoyens ont un rôle à jouer avec les pouvoirs publics. Et on va voir comment est-ce qu'on peut créer des dynamiques vertueuses sur ces sujets-là. Je reviens sur les 5 R dont on a parlé tout à l'heure. Ça, ce qu'on peut faire au niveau individuel. Alors,
on peut le transposer aussi au niveau collectif. On peut le transposer au sein d'une organisation. On peut le transposer, y compris dans une école d'ingé. On peut le transposer dans une collectivité, dans une entreprise. Le premier point, c'est refuser. Refuser ce dont on n'a pas réellement besoin, et même si c'est gratuit. Et ça, il va falloir se déshabituer de ça. C'est-à-dire que quand on va dans un salon professionnel, il y a encore beaucoup d'entreprises qui nous donnent des goodies, des tote bags. On en a déjà plein à la maison. On va probablement le mettre encore dans un placard, mais on le prend quand même. Ben non, en fait. Pourquoi est-ce qu'il faut le prendre? On vous le tend, on vous dit ok, c'est gratuit. Ben non. On peut refuser. Et ça commence par là. Et en fait, il faut apprendre en fait à refuser. Quand on commande un coca, moi je ne comprends pas pourquoi on nous met une paille dans le coca. En plus, on ne l'a même pas demandé. Je n'ai pas besoin de paille pour boire un coca. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir apprendre à refuser pour à un moment donné inverser les choses et puis tenir des objets peut-être à disposition si on en a besoin et faire la démarche de les demander, même si c'est gratuit, pourquoi pas, mais plutôt que de les offrir pour faciliter, pour que le consommateur soit content. Éviter les achats impulsifs et de compensation, ça on en a parlé, mais aussi les cadeaux. Combien d'entre nous recevons ou offrons des cadeaux qui vont servir à personne? Donc peut-être qu'il y a un truc à faire là, surtout quand on est adulte. Alors bon, pour les enfants, bon, on peut comprendre, mais entre adultes, il y a une notion sur des cadeaux qui est, à mon avis, importante à déconstruire. Et on peut peut-être, si on veut faire des cadeaux, préférer de l'immatériel, de l'expérientiel à du matériel. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est, à mon avis, infiniment plus inspirant. C'est peut-être qu'on peut cultiver un petit peu plus l'être plutôt que l'avoir, possédé. Ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être un petit peu plus développé et questionné dans nos sociétés. Et ça fait partie des débats qui ne sont jamais mis sur la table. Donc évidemment, quelques exemples. La fast fashion, bah, c'est non. Le nouvel iPhone, si on n'en a pas besoin, c'est non. Le forfait plus, d'avoir encore plus de gigas, si on n'en a pas besoin, c'est non. Enfin, ouais, je continue pas la liste, mais voilà quoi, vous avez compris. Et puis les bouteilles d'eau, bah, on peut les remplacer par une gourde. Surtout en Ile-de-France, l'eau du robinet, elle est potable et elle est de bonne qualité. Réduire, bah, c'est acheter moins. Remplacer moins souvent. C'est entretenir nos objets aussi. C'est, y compris pour le smartphone, je vais rester un petit peu avec le sujet du smartphone un peu en fil rouge, bah, c'est d'avoir une coque de protection du smartphone, quoi, pour essayer de le faire durer le plus longtemps, pour qu'il ne soit pas déjà cassé au premier choc qu'il va recevoir. Donc prendre soin de nos objets, les protéger. Quand on achète, ben, on achète des produits qui sont réparables, éco-conçus. Il y a quelque chose qui est en train d'apparaître, c'est l'indice de réparabilité des produits. Et ça, c'est intéressant de pouvoir tenir compte de cet indice et puis de se projeter sur le moment où on va pouvoir, où on va devoir remplacer cet objet, peut-être devoir simplement changer la batterie ou l'écran, etc. Sur les smartphones, par exemple, il y a maintenant des marques qui proposent des produits qui ont été éco-conçus pour pouvoir être facilement réparables. Et puis, un point super important aussi, qui est un petit peu dans la lignée de ce que je disais avant, se libérer de la publicité, de l'obsolescence marketing et puis des effets de mode. Et là encore, se reconnecter à soi, à ses propres besoins. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Est-ce que je vais acheter ce vêtement simplement parce que c'est un truc à la mode et que c'est waouh? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vraiment me plaît et que je vais pouvoir mettre pendant des années et garder dans ma garde-robe? Donc là, il y a vraiment toute une réflexion à avoir. Alors, attention, je suis pas en train de... Ce n'est pas des injonctions que je suis en train de vous donner. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes suffisamment grand. Mais ce sont des idées, en tout cas, pour changer un petit peu les choses à votre mesure et assumer votre responsabilité en conscience de ce qu'on peut faire pour commencer un petit peu à changer de paradigme. Réemployer et réutiliser. Et bien là, c'est toute la notion de emprunter, louer, donner, prêter des choses.
Il y a des gens qui font une activité à un moment donné spécifique et qui vont s'acheter tout un équipement pour faire cette activité qu'ils vont faire 3 fois dans leur vie. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc là, il faut adopter des solutions collaboratives, d'emprunt, de location, de dons, de prêter, etc. Et puis aussi quelque chose, là pour le coup, qui est en train petit à petit de se faire une place, c'est la seconde main et le reconditionner. Alors la seconde main, pas comme alibi pour dire « Ok, c'est cool, je fais de la seconde main, donc je peux continuer de suracheter sur Vinted. Et puis, comme je fais de la seconde main, je vais pouvoir de temps en temps acheter encore plus de neuf. » Ça, c'est pas ultra vertueux, on va dire. Mais si vraiment on joue le jeu de la seconde main, d'essayer de ne plus rien acheter de neuf pendant quelques temps. D'ailleurs, il y a une chouette plateforme qui s'appelle le défi Rien de Neuf, qui a été créé par Zero Waste France. Et le but, c'est pendant 6 mois ou 1 an, je ne sais plus, on essaye de ne plus rien acheter de neuf. Et c'est possible, hein. Moi je l'ai fait. Franchement, ça marche bien. On peut être pendant des années sans rien acheter de neuf. Réparer, donner une seconde vie. Ça, c'est super important. Est-ce que vous avez vu au mois de décembre cette campagne de publicité de l'ADEME sur les dévendeurs? Qui l'a vu? Levez la main ceux qui ont vu cette campagne ADEME. Ah ouais, vous n'êtes pas nombreux à l'avoir vu, à 3-4 personnes. D'accord. Moi, je vous invite après cette causerie à aller regarder sur YouTube et vous tapez les dévendeurs ou le dévendeur ADEME. Est-ce qu'ils sont nombreux à regarder la télé aussi? Je sais pas, peut-être. Ouais. Mais je pensais que c'était passé sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Oui, je suppose que vous ne regardez pas beaucoup la télé et je le comprends. En tout cas, allez voir cette campagne, ces 4 petits spots qui durent 30 secondes et qui sont super chouettes et qui illustrent à travers cette figure du dévendeur des idées justement sur ces 5 R. C'est exactement l'illustration de ça. Et c'est super bien fait, c'est top. Dernier point concernant les 5 R, rendre à la terre, recycler. Le compostage. On peut faire du compostage à la maison, y compris en appartement. Moi, j'habite en appartement et j'ai un lombricomposteur. Ça marche. Et en plus, c'est gratuit. Parce que en Ile-de-France, la plupart des communes, elles donnent l'équipement de lombricomposteur. Il suffit de faire la demande à sa mairie la plupart du temps. Après, des fois, il y a des bacs de compostage partagés à côté de chez soi. C'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup et il n'y en a pas encore partout, ça c'est vrai. On peut aussi trier donc, ces déchets, les biodéchets, et puis aller les apporter dans des points d'apport volontaires. À Paris, il y en a de plus en plus, par exemple. Mais aussi, je pense, dans le 92. Et puis, prendre l'habitude de sortir de la poubelle grise tout ce qui va être potentiellement valorisé pour le recyclage. Alors, je sais qu'il y a parfois des controverses sur le fait que, ah oui, on fait du tri, et finalement, tout finit dans la même poubelle. Ça arrive, mais c'est quand même marginal. Donc, il y a des filières quand même de recyclage. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas top, mais il faut quand même, dans la mesure du possible, les utiliser et les encourager. Donc là, on vient de voir tout ce qu'on peut faire nous-mêmes sans avoir besoin ni des pouvoirs publics ni des entreprises. Là, on va voir un peu ce qu'on peut faire pour développer cette offre circulaire avec les entreprises. Bien déjà, c'est de recourir à ces solutions collaboratives qu'on a vues en grande partie dans le 5R. Parce que ça encourage les entreprises à les mettre en place. Ça encourage aussi les collectivités à le faire. Par exemple, on voit que le Vélib, c'est quelque chose qui non seulement a bien marché à Paris, mais qui a été copié ou en tout cas repris dans plein de villes. Pourquoi ça a marché? Parce que les gens ont joué le jeu. Donc, ils ont joué le jeu et ça a encouragé en fait. Voilà, donc il faut effectivement essayer d'encourager toutes les solutions collaboratives, circulaires, pour encourager les entreprises et les collectivités à en mettre en place. Créer de la convivialité et de la coopération, parce que ça participe à changer de modèle. Et donc passer d'un modèle de la compétition à un modèle de la coopération et de la convivialité. Et puis, quand vous allez travailler dans des entreprises,
il y a quelque chose qui sera à prendre en compte, c'est l'éco-conception pour réduire à la base l'empreinte matière des produits et puis anticiper leur fin de vie, de manière à ce qu'ils soient réparables, recyclables, etc. Aller vers les démarches low-tech. Est-ce que vous savez ce que c'est les low-tech? Qui sait ce que c'est les low-tech? Quelques personnes. Ok. Alors low-tech, c'est une démarche. C'est une démarche qui vise à simplifier l'utilisation de nos technologies et plutôt d'aller vers une course en avant de la high-tech qui nous rendrait dépendants, puisque nous, ici en France et particulièrement, enfin même en Europe, on est extrêmement dépendants des microprocesseurs qui sont fabriqués en Asie, des réseaux qui sont fabriqués par, ou en tout cas qui sont entretenus par les GAFAM. On n'est pas très indépendants, nous, en termes de tech. Donc les démarches low-tech, ce sont des démarches utiles, durables et accessibles qui permettent de sortir un petit peu de ça. Et d'une manière ou d'une autre, on va être obligé d'aller vers ces technologies-là. Et ensuite, il va falloir développer des nouveaux modèles économiques. Ça, c'est quelque chose qui va être rapidement incontournable. Changer, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'un modèle basé sur la vente de masse vers des modèles qui sont davantage orientés vers l'usage des produits. Et enfin, pour favoriser un cadre réglementaire propice, soutenir, ça on peut le faire, soutenir les initiatives et les ONG qui sont engagées dans des actions qui vont en faveur de l'économie circulaire. Et puis, on peut relayer leurs actions sur les réseaux sociaux. Ça ne coûte rien. On peut aussi adhérer. Parfois, il y a des associations dont l'adhésion est gratuite. Mais simplement, ça permet de leur donner du poids. Et puis, elles peuvent ensuite dire au pouvoir public ou aux politiques, quand elles vont les voir pour essayer de déposer des propositions de loi, elles peuvent dire, bah voilà, nous on compte tant de centaines d'adhérents ou tant de milliers d'adhérents. Et ça leur donne du poids. Je vous ai donné quelques exemples d'organisations qui vont dans ce sens. Répondre aux consultations publiques sur les sujets écologiques, soumettre des idées au budget participatif des villes, il y en a de plus en plus. Donc là, il y a des choses à faire, mais qui nécessitent peut-être un niveau d'engagement un petit peu supérieur. Ça, c'est quand on est un petit peu plus motivé. Et interpeller les élus, etc. Et puis, voter. Voter, ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour soutenir la transition écologique et notamment l'économie circulaire. Les prochaines élections, les élections européennes du mois de juin, elles seront importantes puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen sur la législation et sur les directives concernant l'économie circulaire dans l'Union européenne. Un dernier point, ce qui est important aussi, c'est de continuer de s'informer, de se former, de monter en compétences, de calculer son empreinte carbone, etc. Et puis de se former en continu. Voilà. Et vous aussi, donc comme vous vous formez pour devenir ingénieur, prendre conscience de l'impact et de ses choix de carrière. C'est important, plutôt que d'attendre d'être dans un poste à faire quelque chose ultra néfaste et puis de vous dire « Ah ben non, finalement, je me rends compte que c'est pas du tout top ce que je suis en train de faire. » Donc, il y a pour le coup une réflexion quand même à mener sur la responsabilité qui incombe à chacun. Quelles clés pour changer durablement et puis pour donc adopter ce zéro déchet dans le cadre d'une transition écologique, trouver des exemples inspirants de personnes ou d'initiatives, identifier des bénéfices personnels, parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne, sinon ça ne marche pas, et puis démarrer progressivement. Et enfin, quand on a démarré, c'est prendre du plaisir à changer. Il faut que ce soit quelque chose qui nous fasse vibrer, et c'est tout à fait possible. On peut sortir de cette surconsommation et prendre beaucoup de plaisir, se sentir aligné, mais tout en respectant ses limites. Il y a des choses qu'on peut continuer de faire
parce qu'on sent que ça nous fait du bien et que nos limites, elles sont là. Et ça, c'est absolument individuel. Et c'est important aussi d'être indulgent avec soi-même et avec les autres, surtout si on vient de se convertir à la transition écologique et que nos proches n'ont pas encore passé ce cap. Allez, très vite, les bénéfices, donc écologiques, on l'a vu, financiers, ça fait économiser de l'argent, je peux vous le dire. Des bénéfices sociaux en termes d'emploi, de santé, de bien-être, éthique, solidaire, et puis politique. Et là, il s'agit donc de créer un nouveau modèle avec des nouveaux récits et puis de tendre tous ensemble vers quelque chose de plus inspirant. Qu'est-ce qu'on peut retenir du zéro déchet? En 3 mots, moins, c'est mieux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Eric. On va passer aux questions-réponses. Donc, levez bien la main pour vos interrogations. Et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à envoyer vos questions à causerie au pluriel @cesi.fr. Alors, je vois qu'il y a une question là-haut. J'arrive. Oui, vous ne parlez pas de la part qui incombe dans cette lutte, ce combat entre guillemets, aux entreprises, aux acteurs économiques. Alors est-ce que c'est un choix délibéré? Je pense notamment à la REP, la responsabilité élargie du producteur. Est-ce que c'est un choix délibéré de votre part, ce qui se respecte, ou est-ce que vous pensez que la part la plus importante dans cette bataille est du côté des consommateurs que nous sommes? Alors, il me semble que j'en parle quand même, puisque dans le triangle de l'inaction, je parle du rôle qu'ont les entreprises à proposer une offre circulaire, notamment. Je n'ai pas développé essentiellement cette question-là, puisque je pense que c'est plus compliqué de là où on parle, de là où on est, d'intervenir de ce point de vue-là. Mais bien évidemment que les entreprises, elles ont un rôle fondamental à jouer, et notamment pour l'éco-conception des produits, pour changer de modèle économique, et puis d'avoir une approche justement pour passer du toujours plus avec des modèles économiques de volume à des modèles économiques d'intensification des usages et d'économie de l'usage. Donc il y a bien évidemment quelque chose qui va être très important. Mais je ne pense pas, par contre, que ce soit les entreprises qui vont porter ce changement. Les entreprises, elles vont s'adapter et elles vont intervenir en support à ce changement, à mon avis. Il y a quand même un cadre légal qui commence à être posé sur ce sujet-là, oui, vis-à-vis des entreprises. Tout Donc, même sous la contrainte, elles vont quand même être obligées d'être un acteur important de ce point-là. Absolument, et c'est la raison pour laquelle j'ai défini que... entre les citoyens et les pouvoirs publics, il y a quelque chose à faire pour favoriser un cadre légal qui soit beaucoup plus favorable à des changements de modèle économique. Ça mériterait de toute façon des causeries. On a eu des causeries également sur le sujet. On ne peut pas, en 1 heure, c'est un peu compliqué. J'ai une autre question par ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser financièrement nos déchets en rémunérant les gens, sachant que par exemple la tonne de polyéthylène est à 3 000 €? Si on fait ça, le problème, c'est que ça pérennise quelque chose qui n'est pas vertueux. Donc j'entends, hein, mais je ne pense pas que ce soit la bonne voie en fait, à privilégier. Je pense que ce qu'il faut, c'est minimiser ces déchets plutôt que de les entretenir par un système qui, du coup, financerait l'usage de ces déchets. Même si c'est en cycle fermé? Oui, parce qu'on a vu que le recyclage en soi, ce n'est pas une solution. Donc je ne vois pas bien comment ça pourrait être effectivement en circuit fermé. Mais vous savez, les déchets, nous on les paye. Hein. On les paye via notre taxe foncière. On paye, en tout cas quand on paye des impôts liés à la taxe d'habitation et la taxe foncière, on paye des impôts sur les déchets et c'est relativement élevé. C'est en moyenne 100 €, je crois, par an et par personne. Donc, dans une famille de 4, c'est 400 € en moyenne. Ça peut être plus dans certains endroits. Donc, réduire les déchets, ça nous permettrait, quelque part, d'être rémunérés. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas conscience que ça nous coûte de l'argent. Souvent, c'est de l'argent qu'on paye. On n'est même pas au courant.
Bonsoir, monsieur. En fait, je voulais demander le fait d'utiliser la méthode Bézout, est-ce que ça ne va pas engendrer la chute de l'économie? Ce qu'il faut, c'est encourager l'économie circulaire. Mais du C'est coup, l'économie des réparations, l'économie du prêt, l'économie du réemploi. Et il y a des rapports qui ont montré, et il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui ont montré que c'est créateur d'emplois non délocalisables, alors que la plupart des produits qu'on achète maintenant, ce sont des produits qui ne sont pas du tout fabriqués en France. ok, du coup, si je comprends bien, si on prend le cas d'Apple, à chaque année, on sait que chaque année, ils sortent de nouveaux iPhones. Et du coup, si vous dites qu'à chaque étudiant ici, par exemple, on est 200, si ils utilisent le téléphone plus de 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de consommateurs d'iPhone au bout de 2 ans, c'est-à-dire on sera obligé d'attendre encore l'année prochaine. Du coup, on aura un impact fort sur le niveau économique de Apple, par exemple. Moi, je ne crois pas que Apple et Amazon, qui sont des entreprises qui distribuent ces iPhones, je ne crois pas que ce soit des entreprises qui soient vertueuses et qu'il convient d'appuyer. Donc, moi, je préfère appuyer d'autres acteurs et puis faire en sorte d'encourager l'économie de la réparation, l'économie du prêt. Il y a beaucoup de choses à faire et qui, pour le coup, encore une fois, sont des emplois non délocalisables et puis à plus grande valeur ajoutée, il me semble. Mais selon moi, c'était plus pratique de promouvoir des téléphones modulaires, c'est-à-dire des téléphones qu'on pourra réparer à la longue que des téléphones à chaque fois qu'on achète de nouveaux téléphones ou pas. Bonjour monsieur, je suis ici, là. Je me pose une question sur l'impact environnemental qu'ont les personnes très riches. Pourquoi nous, du coup, disons en tant que citoyens à salaire modéré, devons-nous faire plus d'efforts qu'une personne très riche qui va tout simplement ruiner, disons, les efforts collectifs que nous faisons en prenant juste son jet privé ou autre. Je prends comme exemple les pailles au McDo, tiens. Est-ce que nous, avec les pailles au McDo, on va vraiment réduire ce que eux font avec leur jet privé? Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, à mon sens. Tout ce qui va aller dans le sens de je fais rien, c'est la faute des autres. Là, on alimente le triangle de l'inaction. Et à mon avis, c'est pas la bonne direction. En revanche, chacun doit assumer sa part de responsabilité. Et ceux qui sont les plus polluants ou ceux qui, en tout cas, utilisent le plus de matière, ça doit être eux qui vont devoir être les plus mobilisés pour faire des efforts. Et il va falloir, à un moment ou à un autre, que la réglementation aille dans ce sens. Mais dire, moi, je fais rien tant que ceux qui sont les plus fortunés, les plus pollueurs, n'ont pas fait leur devoir, à ce moment-là, il ne va jamais rien se passer. Monsieur, excusez-moi, j'ai une autre question un peu dans le même thème. Je voulais savoir, est-ce que vous auriez par hasard un espèce de tableau qui montrait une répartition des déchets produits par tranche de niveau de revenu, on va dire? Moi, j'ai pas. Par contre, il y a beaucoup de choses sur la bibliothèque de l'ADEME qui est en libre service. Sur les déchets, il y a énormément de ressources et de documentation sur l'ADEME ou bien au niveau de l'Île-de-France, l'Observatoire régional de l'Île-de-France, l'ORDIF. Et il y a beaucoup de ressources qui sont gratuites. Mais je voulais quand même dire un dernier mot pour répondre peut-être à l'avant-dernière question. Peut-être rappeler que un des axes de mon exposé, c'était aussi de dire qu'il faut prendre du plaisir dans ce changement. Donc il ne faut pas uniquement le voir sous l'angle de la contrainte et de se dire il faut qu'on prenne nos responsabilités. Oui, il faut qu'on prenne nos responsabilités, mais faisons aussi l'expérience qu'un changement de vie, un changement de paradigme, c'est inspirant et c'est quelque chose qui peut nous emmener dans une autre direction, dans une reconnexion à soi. Et c'est ça que je vous invite à expérimenter. On va devoir conclure vu l'heure. Merci beaucoup Eric pour cette présentation. Merci à ceux qui nous ont suivis en salle et à travers l'écran. Si vous avez encore quelques questions, Eric est disponible à l'espace café où vous envoyez vos questions à causerie@saisie.fr s'il vous plaît.
Vous retrouvez, comme je vous l'ai dit au début de la causerie, les replays sur la chaîne YouTube Saisie, sur les causeries Saisie. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine avec un sujet thématique sur la sobriété numérique. Donc là, on est sur de la transition évidemment écologique sur le numérique. À très bientôt, je vous souhaite une très bonne après-midi et voilà, revoyez les causeries avec plaisir. Merci encore Eric et à très bientôt.